Et non, je ne connais pas bien l'univers de Dune, j'ai donc le plaisir de la découverte totale. Dune 2, le nouveau film de Denis Villeneuve, un cinéaste que j'aime beaucoup et qui a fait un bout de chemin depuis Incendies, le premier film que j'avais découvert du cinéaste. Dune 2 nous replonge rapidement dans le bain du premier film en évoquant subtilement ce qui s'est passé. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand même de vous refaire un petit lexique des personnages avant d'aller voir cette suite. Pour vous aider, un mot-clé, les épices. Et le film nous rappelle dès sa première phrase l'importance de l'épice. C'est ce qui va amener au conflit que racontent les films Dune. Pour vous donner un ordre d'idée, dans notre réalité, les épices, c'est le pétrole. Sinon, du côté des personnages, il y a la maison Atreides. C'est la maison qui n'a pas passé un super moment dans le premier film, ça finit même très mal pour eux. On a également la maison Harkonnen, c'est la maison qui est pas gentille. Ce sont les méchants qui sont pas beaux et qui n'ont pas beaucoup de qualité finalement. Et enfin, on a la maison Corino, c'est la maison à laquelle est rattaché l'empereur, empereur qu'on ne voyait pas dans le premier film, ce qui peut être assez étonnant parce qu'il a une importance capitale. À côté de ça, on a plutôt une sorte de guilde, les Bene Gesserit. Souvenez-vous, dans le premier film, c'était les sorcières qui font des rituels, des trucs un peu étranges, assez spirituels. On y reviendra sur les Bene Gesserit. Et enfin, on a les Fremen. C'est le peuple d'Arrakis. Globalement, c'est un peuple opprimé qui se bat pour sa liberté et pour la reconquête de leur propre planète. Et alors dans cette suite, on reprend directement à la fin du premier film, à tel point qu'on voit Paul Atreides transporter l'homme qu'il a tué à la fin de Dune 1. Cet homme, c'est Jamis, c'est un Fremen, et Paul a dû le tuer pour faire ses preuves dans un combat à mort. Et alors même si on reprend à la fin du premier film, j'ai un peu de mal à situer en termes de timeline comment se déroule ce Dune 2. En journée, en semaine, en année, il y a un peu un flou sur la temporalité. Le seul ordre d'idée, je dirais qu'on a, c'est au niveau d'une rumeur qui se répand dans le royaume, entre les maisons. Pour que la rumeur se répande, c'est qu'il y a du temps qui passe. Le film s'ouvre donc sur Arrakis, et globalement sera 80% du temps sur Arrakis. Il s'ouvre avec une scène couleur sépia, bien prononcée. Au point où dans mon fauteuil, j'étais en mode, il y a un problème avec l'écran ou... Ça donne un rendu assez étonnant, mais c'est dans la logique de la pesanteur et dans la chaleur de cette planète. Et face à cela, dans les arènes de la maison Harkonnen, c'est noir et blanc. Donc on a un gros contraste entre le sépia pour la planète Arrakis, planète chaude, le noir et blanc pour représenter les Harkonnen. Des gens qui sont pas très chauds. Ils sont même pas froids, ils sont rien. Non mais les Harkonnen, ce sont des personnages cruels, cupides. D'un point de vue manichéen, on est à l'extrême des méchants chez qui il n'y a pas grand chose à sauver. Alors, côté rythme, c'était le gros reproche qui était fait à Dune 1. Concernant cette suite, moi j'étais à fond dedans. Donc je me suis prêté au film. Après, faut reconnaître que si on prend un peu de recul, les gens qui vont voir ça en mode petit blockbuster, divertissement du mercredi après-midi, ça peut être un petit peu compliqué. Le film est certes attendu comme le Messie aux USA en raison d'un box-office catastrophique. Il reste cependant très à part dans le paysage des blockbusters du moment. Et c'est tant mieux. Du côté de la France, à l'heure où j'écris la vidéo, le film n'est pas encore classé RSC. Le premier film l'avait été, après coup. Il y a donc fort à parier que ce second film le sera également, après coup. Mais revenons au film. Sans vous spoiler, le film prend le parti pris total de la politique, ce qui laisse rapidement au second plan tout ce qui est action, ce qui était reproché déjà à Dune 1. L'avantage dans cette suite, c'est qu'on n'est plus trop dans des bâtiments, on est sur Arrakis, on étouffe un peu moins. Et alors les connaisseurs de l'œuvre littéraire doivent espérer une scène d'action hyper intense pour la fin de ce Dune 2, c'est pas tellement le cas. Certes, il y a une promesse de bataille épique, mais ça dure quelques minutes et on n'est pas dans une bataille de 30 minutes incroyable. Même si je dois avouer que j'ai eu des petits frissons sur la chevauchée des vers. Quoi qu'il en soit, oui, le film revient rapidement à taille humaine. J'ai pas l'impression qu'on ait un Denis Villeneuve en mode Peter Jackson et que ça soit vraiment son gros kiff de filmer des batailles, de l'action. Non, ce qui l'intéresse, c'est la politique. Ce sont donc les personnages qui sont au centre et plus particulièrement Paul Atreides. Même si, là encore, dans cette suite, on va s'intéresser à d'autres personnages et ça fait du bien aussi. Dans la continuité de l'œuvre de Denis Villeneuve, Paul Atreides est au cœur d'une réflexion sur l'identité. Souvenez-vous dans Incendies, l'ensemble du film repose sur la mort d'une mère et d'un héritage. Deux enfants se rendent à la lecture de cet héritage et apprennent qu'ils ont un père et qu'ils ont un frère caché.
Oui, parce qu'un père, globalement, il s'en doutait qu'ils en avaient un. Alors, qui sont-ils? Du côté de Prisoners, l'identité est là encore au cœur des tourmentes du personnage principal. Deux petites filles se font enlever, les familles se font justice elles-mêmes, elles trouvent un coupable, mais est-ce que c'est vraiment lui? Qui est-il? Du côté d'ennemi, on a Jack Gyllenhaal qui semble croiser son alter ego. Pire que ça, quelqu'un qui lui ressemblerait trait pour trait et qui s'immisce un petit peu trop dans sa vie. Alors, qui est-il? Pour ce qui est de Premier Contact, je vous laisse faire ce petit jeu et de chercher où est l'identité dans Premier Contact. C'est là encore la base du film. Pour Blade Runner 2049, c'est peut-être le film le plus proche de Dune, avec la quête de l'élu et d'un personnage principal qui cherche sa place. En ce qui concerne Dune 2, Paul Atreides se retrouve au milieu d'un carrefour existentiel où il doit se trouver entre Atreides, Fremen, Harkonnen, Bene Gesserit ou l'élu. Dans tout ça, qui Paul a envie ou n'aura pas le choix d'être? Qui est-il? J'ai beaucoup apprécié ma séance, avec l'impression de me retrouver devant une œuvre grandiose. Tellement grandiose que des fois, j'avais l'impression que c'était un petit peu rushé. J'ose même pas imaginer le Dune de Lynch. J'ai pas encore vu le Dune de Lynch. J'y travaille. Donc oui, un petit peu rushé, ça peut paraître étonnant sur un film qui fait presque 3 heures, mais on sent bien qu'il y a plein de choses à développer et que des fois on coupe un peu court. Mais il ne tient qu'à moi de prendre un livre et d'explorer davantage l'univers de Dune, et ça m'en donne envie. Par contre, je dois avouer que j'ai un désamour pour les Bene Gesserit. Déjà, j'espère que je les prononce bien. Ensuite, j'aime bien l'idée de cette manipulation, de cette guilde qui tire un petit peu les ficelles du pouvoir. Ça me fait penser un petit peu à Littlefinger dans Game of Thrones, même si ça sera décevant, Littlefinger. Mais j'ai plus de mal avec le côté des visions, le côté spirituel de cette guilde. J'ai l'impression en fait que tout ce côté vision s'adapte difficilement à l'écran. J'imagine bien les visions à l'écrit, brouillard, onirique, une étrangeté. Là, dans le film, on te le met en pleine face, c'est très visuel. Je trouve que ça alourdit un petit peu le film. Et de mémoire, c'était encore pire dans Dune 1. Par exemple, j'ai pas très bien compris pourquoi Paul Atreides, à un moment, se dirige vers le temple pour boire l'eau de vie. Alors j'ai compris l'importance que ça a dans le récit, le fait qu'il fallait faire cette scène. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi lui se dirigeait là-bas. Parce qu'il évoque pas ça comme un objectif. Il n'y a pas vraiment de scène où on lui dit qu'il doit aller faire ça. Mais par contre, à un moment, il se lève, il est en mode allez, je vais boire l'eau de vie. Pourquoi il fait ça? Donc ouais, il m'a fallu quelques minutes, une fois qu'il rentre dans le palais, à me dire attends, mais j'ai loupé un truc. Pourquoi il vient là, maintenant? Le côté spirituel amène parfois à des scènes un peu faciles. Parce qu'il a vu, parce qu'il doit faire ça, il le fait. Globalement, l'acteur, il est en train de lire le scénario. À cette scène-là, il doit faire ça, donc il le fait. C'est un peu le ressenti que j'ai sur les visions. C'est que le film te dit tu dois faire ça. Bah, du coup, il fait ça. Bref, les visions font partie d'une. C'était juste histoire de dire que moi, c'est un truc où je suis un petit peu moins à l'aise quand il y a les visions et tout l'aspect spirituel. Tout ce qui concerne un peu la destinée, c'est fait parce que ça doit être fait. Mais c'est un détail sur 2h40 de film. Et pendant qu'on y est, puisque le film est franchement très bon, je me permets aussi de revenir sur le personnage de Dave Bautista. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le 1, c'est le grand méchant, il gère, tout le monde a peur de lui. Dans le 2, c'est pas la forme. Je crois que ce personnage Harkonnen, il faut qu'il prenne des vacances, quoi, il est plus dedans. Non, plus sérieusement, Dave Bautista, on a l'impression qu'il a été mis sur la touche. Le personnage fait échec sur échec. Du coup, on le sort assez vite du film, il sert plus à grand chose. Il continue un peu à être en orbite dès qu'il est question des Harkonnen, mais sans franchement être très utile. Donc je pensais que cette chute du personnage allait mener à une sorte de révolte en interne dans la maison Harkonnen. J'ai pas l'impression, ou alors c'est Dune 3, mais pas sûr. Voilà, c'est les deux petites réticences que j'ai sur le film. Ça fait pas beaucoup. Enfin, côté scénario, globalement, il y a toute une partie du film, ça pourrait être la guerre du Vietnam. On a un ennemi de l'extérieur qui arrive sur une planète qu'il ne connaît pas. Il se prend une déculottée parce que les locaux connaissent le terrain, ils en profitent. Ici, ce sont les Fremen, ils ont un gros avantage sur les Harkonnen. Ils dominent et on ne sait pas comment les gérer. Ça donne des scènes assez sympas à voir parce qu'on sait que les personnages que nous on aime, qu'on suit, ils ont une stratégie bien rodée et l'ennemi ne fait pas long feu. Mais malheureusement, il y a l'arrivée du napalm et voilà. Voilà pour mon avis sur Dune 2. Concernant Dune 3, on peut l'espérer, la fin le sous-entend grandement, et je serais étonné que Dune 2 soit un échec au point qu'il n'y ait pas du tout de suite. Je pense même que Dune 2 va bien marcher. Et alors, moi, qui ne connais pas la suite littéraire, comment j'envisage la suite de ces films? Eh bien, revenons-en à la quête de l'identité chez Villeneuve. Cette quête d'identité mène généralement à de l'horreur.
à se découvrir en lien avec quelque chose d'assez sombre, ou à trouver des réponses qu'on aurait préféré laisser enfouies. Alors, dans tout ça, comment va se terminer Dune 3 ou Dune 4, je ne sais pas combien d'épisodes ils vont faire. Je pense que ça se terminera pas bien pour Paul Atreides, un petit peu dans la logique de la fin de l'Attaque des Titans. Hop, je spoil pas, mais ceux qui ont vu la fin de l'Attaque des Titans vont tout de suite tilter. On est sur une fin pas si positive. Voilà, c'est la fin de ce retour sur Dune 2. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une petite chaîne, donc forcément ça a un gros impact pour moi. Et surtout, un petit commentaire pour me donner votre avis sur Dune 2, ou alors votre avis sur Dune 1, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voir Dune 2 à cause de ce qu'ils ont ressenti sur le 1. Et alors, qu'est-ce que je peux leur dire à ces gens-là? Je peux pas vous promettre que vous allez aimer le 2. Je vois pas mal d'articles en mode ouais, Dune 2, transforme l'essai. Soyons honnêtes, c'est quand même dans le même rythme, dans le même mood que Dune 1. Peut-être plus facile de rentrer dedans, plus attractif dans ce que ça raconte, mais si vous étiez vraiment réfractaire sur Dune 1, ça risque pas de vous convertir. En ce qui me concerne, sur Dune 1, j'étais un petit peu mitigé, et je me suis beaucoup plus retrouvé dans le 2. Et alors le format cinéma, pour le coup, ça me semble vraiment important. Les films prennent leur temps, sont assez lents, racontent des choses assez difficiles. Le fait d'avoir un écran géant en face de soi pour suivre cette histoire, ça aide beaucoup. Alors si vous êtes tenté par découvrir Dune 2, vous savez pas trop quand, je vous invite vraiment à aller le voir au cinéma. Parce qu'en dehors de ça, j'ai peur que l'expérience soit plus compliquée si vous avez en plus un petit peu de mal avec le premier. Merci à tous, salut! Et donc on a aussi Anna Taylor-Joy dans le film. Elle est dans le sable et je me demande du coup si Dune 2, c'est pas un préquel à Mad Max Furiosa.